pense qu'on va pouvoir commencer. Merci à toutes et tous d'être là. Et merci donc, à nos 4 invités, Marion Bertin, Kanzana Safaï, Monique Gilaïni et Guillaume Leguet qui va modérer cette table ronde, d'être présents. Je vous invite vraiment à aller voir l'exposition. Si vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Ça va vraiment approfondir ce que vous avez pu voir. Et puis, voir après l'exposition, c'est aussi très bien. Voilà, je laisse directement la parole à Guillaume. Et puis, dans le table ronde, il y aura un moment d'échange après cette discussion. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci beaucoup, Justine, d'abord de cette initiative liée à l'exposition. Merci de nous avoir réunis autour de ce sujet tout à fait passionnant. Je remercie quand même les étudiants du master de l'Université Lorraine de Nancy d'être venus jusqu'au FRAC, même si ça a un caractère un peu obligatoire, puisque cette table ronde, j'ai intégré la table ronde, disons, dans un petit séminaire autour de l'histoire des expositions, donc ça faisait quand même sens. Je vous propose donc d'introduire cette table ronde, d'introduire le sujet assez rapidement, j'espère, et puis je passerai successivement la parole à nos intervenantes, avant d'avoir peut-être, dans un premier temps, mais il n'y a pas de règle absolue, une discussion entre nous, et d'ouvrir ensuite la discussion au public, mais s'il y a des questions urgentes, vous pouvez tout à fait quand même les poser dès la fin de chacune des interventions. Et si vous voulez bien, peut-être qu'on discutera une fois que toutes les interventions auront été faites. Voilà, donc je trouve d'ailleurs l'idée de la table ronde associée évidemment à l'exposition fait sens. Je trouve que l'exposition donne à réfléchir, et j'espère qu'on va pouvoir aussi créer une résonance entre le contenu de cette table ronde et l'exposition. Cette table ronde a donc ambition, vous m'entendez bien, d'ouvrir une réflexion sur les formes narratives qui s'installent autour des objets artistiques ou culturels déplacés hors de leur contexte originel. Cette réflexion s'inscrit donc dans le cadre de l'exposition que vous avez sûrement vue de l'artiste Mikhail Rakowitz, qui est donc ici même. Institution, le FRAC Lorraine et les FRAC en général, dont la spécificité est précisément de voir sa collection en constant déplacement ou en constante itinérance. Évidemment, les questions du mouvement associé aux objets dans l'œuvre de l'artiste Rakowitz ou dans la collection du FRAC ne sont pas tout à fait de même nature, et nous y reviendrons bien sûr. Néanmoins, l'enjeu de cette table ronde est peut-être d'amorcer, et j'espère qu'il y aura une continuité de cette réflexion sur les multiples significations qui surgissent entre le mouvement des objets et leur contexte de déplacement. Partout donc de l'œuvre de Mikhail Rakowitz, puisque c'est tout frais dans nos esprits. Rakowitz est donc un artiste d'origine irako-américaine, et c'est précisément cette dualité ou cette double culture qui l'a conduit à travailler à partir d'une histoire contrariée, faite de conflits, de traumatismes. L'artiste a ainsi choisi, je ne connaissais pas l'artiste, je l'ai découvert en me documentant et en voyant l'exposition. L'artiste a ainsi choisi de mettre au centre de son travail des questionnements tels que les déplacements de population et des objets culturels, les destructions et pillages de ces objets, les appropriations et accumulations par le marché de l'art ou les musées. Il a aussi engagé une réflexion sur les musées, dont une grande partie des collections s'est construite sur le pillage des pays colonisés. C'est quand même le sous-texte de l'exposition. Partant de là, l'artiste a engagé une œuvre de réparation en choisissant de créer des objets qui entretiennent avec leurs modèles originaux des liens complexes, tout en dépassant, et je crois que c'est évidemment central, la notion essentielle pour l'histoire de l'art d'imitation. Réalisés à l'aide d'emballages issus de la culture commerciale du pays dont ils sont originaires, ces objets ne sont pas des copies ou des recréations, mais selon l'artiste, des réapparitions.
Rakowitz parle à leur sujet de fantômes qui viendraient hanter les musées occidentaux, ce qui est une manière aussi de personnifier ces objets, de leur conférer une présence par l'absence. Alors, partir de ce travail artistique permet de poser un cadre méthodologique à notre discussion en 4 points. À savoir, premièrement, analyser des questions d'ordre muséographique à partir d'une exposition d'art contemporain, c'est reconnaître la validité des réflexions d'un artiste sur ces problématiques. On a vu en effet depuis le XXe siècle les artistes s'emparer de plus en plus de ces questions propres à l'exposition. On pense bien sûr aux expositions Dada, puis aux expositions des surréalistes, aux propositions scénographiques de Marcel Duchamp, puis à celles d'Yves Klein, jusqu'aux artistes commissaires qui se sont largement appuyés sur le modèle révolutionnaire établi par l'exposition d'Harald Zeman pour les attitudes de bonne forme en 1969 et durant laquelle les artistes ont littéralement investi l'espace de l'exposition par le processus artistique en cours de réalisation. Depuis un peu plus d'une décennie, je n'ai pas vraiment trouvé une date, et je pense qu'il n'y en a pas, comme va nous le rappeler entre autres choses Marion Bertin, les musées s'appuient sur les artistes pour traiter des questions délicates autour de la colonisation et ou de la question des restitutions. Deuxième point, une analyse des objets qui intègrent la question historique et contemporaine de la colonisation, approche que l'on qualifie globalement de post-coloniale. Rakowitz se place ainsi dans la continuité d'une certaine anthropologie, notamment celle engendrée par Eduardo Viveiros de Castro, et plus précisément celle développée dans son ouvrage Métaphysique cannibale, publié en 2009, et dans lequel l'auteur entend, je cite, se rapprocher de l'idéal d'une anthropologie en tant qu'exercice de décolonisation permanente de la pensée. L'expression a depuis fait Flores, et c'est la raison pour laquelle il est important de la remettre dans son contexte épistémologique. Troisième point, la question de la matérialité des objets qui croisent à la fois des problématiques de l'histoire de l'art et de l'anthropologie. L'œuvre de Rakowitz, en investissant la question du musée dans le contexte politique global, nous oblige à reconsidérer ou à interroger l'histoire de l'art comme discipline. En cela, son travail peut être vu à travers le prisme du tournant épistémologique de la matérialité, autrement dénommé le material art term, qui, depuis les années 80, a considérablement irrigué les sciences humaines et sociales, notamment pour ce qui nous intéresse, l'histoire de l'art et l'anthropologie. Notre table ronde se situe à bien des égards dans la continuité d'autres manifestations. Nous pouvons citer à ce titre le colloque Objects from Abroad, organisé en 2012 par le CNRS, le Fonds national de la recherche suisse et NYU, ou bien Matérialité de l'art à l'âge patrimonial 18e-20e siècle en 2014, et plus récemment dans le champ des questions liées aux migrations, puisqu'il va en être question ici, l'objet de la migration, la construction de la figure de l'exilé par les objets dans l'espace narratif, organisé en 2016 par l'INALCO, ou encore Bagages et objets en migration, organisé en 2017 au CNRS. L'apport de telles approches permet ainsi de soulever des questions autour de l'objet et de sa matérialité, notamment en posant la question des rapports et des liens qu'entretiennent les individus avec les objets. Plus précisément, et pour ce qui nous concerne ici, la question se pose de savoir quel est le sens à donner à un objet sorti de ce contexte. Comment, à partir de son déplacement, peut-on ou doit-on le décrire, le replacer et le représenter en fonction de son environnement originel et de son contexte actuel? En quoi et comment la nature de ces objets évolue-t-elle en fonction de ces déplacements? Enfin, quatrième point, et cela concerne surtout la discipline de l'histoire de l'art. Quand Rakowitz évoque les réapparitions ou les fantômes à propos de ces objets, je ne peux pas, moi, personnellement, m'empêcher de penser à l'analyse que livre Georges Didier Huberman de l'œuvre de Avi Warburg, cet historien d'art bien connu, notamment dans son ouvrage publié en 2002 et intitulé « L'image survivante, histoire de l'art et temps des fantômes selon Avi Warburg ». Et chez Warburg, il ne s'agit pas d'objets, mais d'images, ou en tout cas, il s'agit bien d'objets d'histoire de l'art. Néanmoins, et c'est selon moi un parallèle qui mérite
d'être souligné. Warburg, le premier dans les années 1920, dans une Allemagne quand même déjà en pleine crise politique, comme vous le savez, fit de la survivance le motif central de son approche anthropologique de l'art. La singularité de Warburg a été de développer une multiplicité d'approches théoriques allant de l'inconscient freudien jusqu'à la biologie darwinienne en passant par l'éternel retour de Nietzsche ou la phénoménologie du temps selon Linsinger. Et Didier Berman écrit à ce sujet, je cite, une citation un peu longue mais je pense qu'elle donne à réfléchir. Par une telle démarche heuristique, c'est-à-dire jamais dogmatique, Warburg nous introduit au paradoxe constitutif de l'image elle-même, sa nature de fantôme et sa capacité de revenance, de hantise, son pouvoir de transmettre le pathos dans une chorégraphie de gestes fondamentaux, sa structure de symptômes où se mêlent latence et crise, répétition et différence, refoulement et après-coup. De tout cela naît un savoir nouveau. C'est une connaissance par le montage que le dernier projet de Warburg, Mnemosyne, met en œuvre de façon étonnamment actuelle, écrit toujours de Berman. Walter Benjamin a posé qu'une histoire de la culture ne va pas sans la mise au jour d'un inconscient de la vision. Aby Warburg avait compris qu'une telle mise au jour n'est possible qu'à interroger cet inconscient du temps qu'est la survivance. Voilà pour quelques points et quelques idées que j'avais pu tirer à la fois du sujet imaginé par le FRAC de cette table ronde et un peu l'analyse que j'avais pu faire d'abord à distance de l'exposition de Rakovic. Alors je donne tout de suite la parole à notre première intervenante, Marion Bertin, que je vais présenter rapidement. Marion Bertin est actuellement attachée temporaire d'enseignement et de recherche en muséologie à l'Université d'Avignon et chercheuse au centre Norbert Elias. Elle est docteure en anthropologie, thèse qu'elle a soutenue donc à l'Université de La Rochelle, et diplômée aussi du troisième cycle en histoire de l'art et muséologie de l'École du Vivant. Ses recherches portent, et on y vient donc dans le sujet, sur les circulations et les valeurs des objets océaniens dans les collections privées et publiques depuis les années 1980. Et ces recherches mobilisent des terrains divers tels que le marché de l'art, les collections privées ou encore les musées à travers le monde. En s'intéressant en particulier aux conflits de valeurs qui peuvent apparaître. Et je ne citerai, il y en a plusieurs, je ne citerai qu'un article de Marion intitulé « Décoloniser les musées du Pacifique, quelques défis pour le futur », publié, je crois, dans les actes d'un colloque en 2019, colloque qui s'intitulait The Future of Traditions in Museology, Materials for Discussion. Je vous laisse. Merci beaucoup, Guillaume. Je souhaite également adresser mes remerciements à l'ensemble des équipes du FRAC Lorraine et tout spécialement à Justine Jean pour son invitation et puis pour l'accueil de l'ensemble des équipes. Et puis à Guillaume pour aussi toute sa disponibilité pour préparer cette intervention. Je fais un check. Oui, ça fonctionne. Kenza Marie, tu sauras, c'est facile. Sauf que je suis allée trop loin. Très bien. Alors, je connaissais déjà le travail de Michael Rakowitz que j'avais découvert lors de l'exposition Notre monde brûle, dont je vous montre ici quelques images, qui est une exposition qui avait eu lieu au Palais de Tokyo en 2019 et où donc j'avais en 2020, pardon. Et ces œuvres m'avaient beaucoup intéressée parce que j'ai trouvé un véritable écho par rapport à mes recherches autour des circulations d'objets océaniens dans les collections privées et publiques et autour de la décolonisation des musées. Je suis donc assez ravie d'avoir pu me prêter un exercice de réflexion autour des œuvres de cet artiste dans le cadre de son exposition au FRAC. Comme le souligne tout le travail et l'œuvre de Michael Rakowitz, le colonialisme et tout le développement d'un commerce mondialisé ont entraîné des circulations d'un très grand nombre d'objets à travers le monde. Certains de ces objets sont aujourd'hui commercialisés sur le marché de l'art, tandis que d'autres sont actuellement conservés dans des musées. L'actuel Irak, évidemment, ne constitue qu'un seul exemple de la provenance géographique de ces objets qui viennent de différentes régions.
Au-delà de la dispersion physique et de l'éclatement géographique actuel de ces objets, qui sont évidemment déjà des conséquences très importantes, qu'est-ce qui est à l'œuvre par leur déplacement? Et plus précisément, quels sont les statuts de ces objets aujourd'hui, à la fois dans leur territoire d'origine et dans les lieux où ils sont actuellement conservés ou en circulation? Sont-ils finalement des ambassadeurs, des orphelins, des membres de la famille ou des représentants de diaspora? Depuis quelques années, cette idée de la métaphore de la diaspora est assez régulièrement employée pour décrire ces objets déplacés. C'est une métaphore qui témoigne à la fois de leur statut de représentants culturels, tout en appuyant sur le lien que ces objets entretiennent à leur territoire d'origine, dont ils subissent une forme d'exil. Cette métaphore souligne aussi également la dialectique entre absence et présence de ces objets, entre un territoire d'origine et le lieu où ils sont actuellement. Enfin, cette métaphore souligne aussi une sorte de haut statut qui est accordé à ces objets, qui sont justement bien plus que des objets, et la capacité qu'ils peuvent agir, la capacité d'agir qu'ils peuvent avoir en tant qu'acteurs. Je me propose donc ici de partir directement du travail de Michael Rakowitz pour aborder quelques propositions à la fois théoriques et pratiques qui rejoignent cette question de la diaspora, mais aussi toutes les réflexions de cet artiste sur les objets conservés hors de leur territoire d'origine. Je me concentrerai principalement sur le cas des objets qui sont conservés dans des musées, puisque les musées sont aujourd'hui vraiment particulièrement concernés et sont d'importants acteurs pour la promotion et la protection du patrimoine culturel mondial. Et on en a tout à fait conscience en ce moment avec les situations de guerre qui frappent encore des territoires très proches de nous. Les musées sont aussi confrontés à de nombreux défis depuis quelques décennies quant à leur manière, quant à leur gestion, que ce soit par la remise en cause des représentations et des modalités d'exposition passées, par les questions d'autorité et de droit à la parole, la décolonisation des modes de gestion et d'exposition des collections, les problématiques d'inclusion, les problématiques également de répartition des collections mondiales et toutes les questions autour des restitutions d'objets et leur partage. Tout un tas d'exemples qui finalement ne constituent que quelques-uns des enjeux auxquels les musées se doivent de faire face à l'heure actuelle. Les textes et les lettres qui sont disponibles dans l'exposition et rédigés par Michael Rakowitz lui-même me serviront un peu d'appui pour créer des liens avec d'autres auteurs et autrices, ainsi que d'autres professionnels de la culture et du patrimoine. À travers ça, je proposerai 3 niveaux de relations entretenues autour de ces objets déplacés. Dans un premier temps, en partant des artistes, pour me situer au plus près du travail de Rakowitz, puis les musées, pour enfin finir sur les rôles offerts aux diasporas humaines vis-à-vis des objets qui leur sont culturellement affiliés. Alors, dans un premier temps, le rôle des artistes. Tout le projet de Rakowitz part de l'absence, de la disparition et de la destruction d'objets. Lui-même se positionne en tant qu'artiste engagé, en tentant de résoudre ces dommages par ses propres créations et en invitant à réfléchir sur ces dommages. La curatrice et chercheuse Clémentine Delis accorde également une place importante, si ce n'est centrale, aux artistes dans le processus de réflexion et de mise en récit des objets conservés loin de leur territoire d'origine. Clémentine Delis a été la directrice du Museum der Weltkulturen de Francfort en Allemagne entre 2010 et 2015. Dans ce musée, qui avait alors vraiment peu changé depuis sa création au tournant du 19e siècle et qui présentait ses collections venues d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et d'Océanie, ainsi que toute la documentation photographique dans une vision très passéiste. Clémentine Delis a créé une sorte de laboratoire en mettant en place des résidences d'artistes qui étaient invités à créer des œuvres à partir des collections qui servaient donc vraiment d'appui pour le travail. Par là même, elle cherchait à générer de nouvelles rencontres, de nouvelles relations entre les objets anciens, les artistes et les créations contemporaines.
Je vous montre ici un exemple d'une des expositions qui s'intitulait Foreign Exchange, où vous voyez au centre l'une des œuvres de l'artiste Luke Willis Thompson, qui est un artiste originaire d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande, mis en regard avec une documentation photographique. Et donc cet artiste avait travaillé à partir du revers des objets et des numéros d'inventaire qui étaient apposés derrière les objets. Pour Clémentine Delis, tous ces objets qui sont conservés dans les musées sont devenus des orphelins, loin de leur territoire d'origine et loin des personnes qui leur donnaient initialement du sens. Les artistes qui étaient invités à ces journées à Francfort avaient donc pour rôle de proposer une nouvelle lecture des collections et de les insérer dans un nouveau récit, en lien avec les artistes qui donc les avaient regardés et s'en étaient inspirés. Toutes ces productions abordaient souvent un point de vue qui était assez critique sur les liens entre collections, musées et colonialisme. En plus de cela, donc pour Clémentine Delis, ce programme visait à une réparation des collections. En anglais, le terme qu'elle emploie est remediation, où on retrouve une forme des liens avec l'engagement plastique de Michael Rakowitz, même si lui ne parle justement pas de restitution ou de réparation dans son travail, mais privilégie le terme de réapparition. Pour lui, au contraire, ces créations ne sont pas des substituts qui parviendraient à remplacer les objets d'origine, qui ont été toutes les œuvres qui ont été pillées ou détruites, mais elles sont justement autre chose qui permet de leur donner une nouvelle apparition. Rakowitz considère aussi toutes ces créations comme des fantômes des originaux qui viennent hanter le monde des musées, et en particulier les musées des régions au nord américaines, et nous-mêmes en tant qu'habitants et habitantes de ces régions. Je trouvais intéressant l'usage de ces deux termes, fantôme et orphelin, qui finalement aussi renvoient à une certaine idée de la perte, qui invite à une forme de résolution de cette perte par différents moyens. Mon deuxième axe sera donc autour de la question des musées et d'une forme de propriété diasporique, puisque les artistes ne sont évidemment pas les seuls à interagir avec les objets déplacés. Les musées et évidemment leur personnel sont bien sûr des acteurs et des actrices clés dans ce sujet. Le travail de Rakowitz pose aussi la question de la répartition des collections muséales à l'échelle mondiale. Et, j'ai fait une bêtise, et en même temps celle de la propriété de ces collections. Il invite d'ailleurs à repenser cette propriété, non plus uniquement en tant que réservée à un ou une propriétaire unique d'un objet ou d'une œuvre, mais à repenser ça d'une autre manière. L'artiste lui-même a proposé le don de l'une de ses œuvres à un musée britannique, sous réserve que ce musée s'associe à un musée irakien pour la possession et la gestion de cette œuvre. Cette idée d'une propriété diasporique, comme le terme que j'emprunte à Rakowitz, fait écho pour moi à un grand projet qui a été mis en place en Nouvelle-Calédonie autour de ce qui est nommé le patrimoine kanak dispersé. Un grand chantier de repérage et d'inventaire des objets kanak anciens, présents, conservés dans des musées à l'international a débuté dans les années 1980 avec la motivation d'un des leaders du mouvement d'affirmation identitaire et culturelle kanak, Jean-Marie Tjibaou. L'idée que ces objets dispersés puissent aussi être des ambassadeurs de la culture kanak émerge progressivement dans les années qui suivent, et notamment lors de l'exposition de Jade et de Nacre, qui est une grande exposition qui a lieu d'abord à Nouméa, puis à Paris en 1990, avec de nombreux objets inédits qui ont été justement découverts par le biais de ce processus d'inventaire. L'usage du terme ambassadeur donne à ces objets dispersés un rôle de représentation des populations kanak à travers leur monde et de leur culture. Mais en même temps, ces ambassadeurs ont aussi vocation à revenir régulièrement sur leur territoire d'origine et avec lequel ils entretiennent donc une relation forte.
Entre 1990 et 2014, tout un grand programme a été monté entre la Nouvelle-Calédonie, des partenaires en France hexagonale, en Europe et en Australie, avec un important appui financier qui a permis de développer des expositions temporaires et des dépôts d'objets Kanak dans les institutions culturelles et patrimoniales calédoniennes. Ces objets pouvaient ainsi se ressourcer, je cite la volonté des organisateurs et organisatrices de ce programme, sur leur territoire d'origine et auprès des populations kanak. Par la suite, les objets rejoignaient leur musée d'adoption, une expression que j'emprunte à nouveau à l'un des organisateurs, Emmanuel Casarerou, qui a utilisé ce terme pour les musées qui conservaient les objets. Ce programme des objets ambassadeurs de la culture kanak reconnaît ainsi une légitimité aux populations kanak et aux liens qu'elles peuvent entretenir avec ces objets dispersés, tout en reconnaissant aussi le rôle des musées internationaux qui les conservent. Si finalement insister à nouveau sur le rôle de diaspora de ces objets, jamais totalement chez eux, mais fort de nombreuses attaches à la fois sur leur territoire d'origine et sur leur territoire d'adoption. Ce fonctionnement renvoie aussi à l'appel de Michael Rakowitz en faveur de ce qu'il appelle une réparation continue, qui passe par le discours et la considération dans le cadre de la gestion d'objets. Créer de nouvelles relations autour des collections de musées est l'un des enjeux cruciaux pour toutes ces institutions. Finalement, ces propriétés diasporiques et de telles relations nouvelles ne peuvent bien sûr être envisagées que si la propriété des biens n'est pas sujette à conflit. Je pense notamment aux objets pillés à Abomey par l'armée française en 1892, dont le recouvrement d'une propriété pleine et entière était justement demandé par la République du Bénin. Le programme calédonien a de son côté permis d'instaurer des relations fortes entre les musées qui conservent ces objets et les institutions calédoniennes, et par là même entre les différents acteurs et actrices individuels. Les objets kanak sont alors au cœur de nouveaux échanges, de nouvelles relations entre personnes, des personnes entre elles, mais aussi avec ces objets. Après ce passage par les questions des diasporas d'objets et leur rôle relationnel, j'en arrive finalement à toute la question des diasporas humaines qui est évidemment fondamentale. Quels peuvent être les rôles des populations vivant sur les territoires d'origine de ces objets et de leur diaspora vis-à-vis des objets déplacés? Et quelle place les musées leur accordent-ils dans tous les processus de décolonisation? Rakowitz souligne dans son travail le hiatus existant entre la considération, qui est à la fois patrimoniale et financière, de certains objets irakiens, en regard du manque de considération pour les réfugiés quittant ces mêmes territoires. Au Royaume-Uni, le History of Science Museum et le Pitt Rivers Museum d'Oxford mènent depuis quelques années un important projet qui s'intitule Multaka. Ce mot signifie point de rencontre en arabe, et ce sont justement les collections de ces deux musées, en particulier les collections qui viennent des mondes islamiques, qui servent de point de rencontre. Progressivement, ces deux musées ont recruté une large équipe de plus de 270 volontaires qui vivent dans la région d'Oxford et qui sont, elles et eux-mêmes, issus de différentes communautés culturelles assez diverses. La plupart des personnes qui ont été recrutées comme volontaires ont été contraintes de quitter leur territoire d'origine pour des causes de guerre et se sont réfugiées au Royaume-Uni avec des statuts assez différents en tant que demandeurs et demandeurs d'asile, en tant que migrants et migrantes notamment. La plupart d'entre elles aussi ne parlaient pas du tout anglais quand elles ont intégré tout ce programme. Multaka vise à ce que les volontaires, toute cette armée, c'est pas le bon terme, tout cet ensemble de volontaires, apportent des savoirs différents sur les collections et qui permettent d'enrichir les connaissances déjà recueillies par toutes les équipes des musées qui y travaillent. Ainsi, les volontaires peuvent être en charge de réaliser des ateliers de prise en main des objets sur lesquels ils et elles travaillent, de créer des accrochages autour de ces mêmes objets, de prodiguer des visites guidées ou de partager leur savoir avec les plus jeunes générations.
Aujourd'hui, tous ces volontaires sont vraiment devenus des membres essentiels pour toutes les institutions d'Oxford avec qui ils continuent de travailler depuis plusieurs années. Ces quelques réflexions autour de l'œuvre de Rakowitz et d'autres propositions mises en place par des musées montrent finalement toute la pertinence des collections déplacées pour initier et créer des relations. Ces objets déplacés, ces diasporas d'objets, servent ainsi de nœud de relation. Les exemples que j'ai développés illustrent aussi toute l'importance de penser l'histoire et la mémoire à plusieurs voix afin de confronter et d'additionner une pluralité de points de vue qui mêlent à la fois des expériences douloureuses ou des expériences plus joyeuses autour de ces objets. Je m'arrête donc ici et me réjouis d'entendre aussi les propositions de Monique et Kenzama. Et j'accueille maintenant, je vous présente Monique Jeudy-Balini, qui est anthropologue au CNRS et qui a effectué plusieurs enquêtes ethnographiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi, alors on fait un grand écart, dans l'industrie française du luxe et chez les collectionneurs d'art primitif. Elle s'est ensuite intéressée à la manière dont les artistes contemporains européens intègrent des productions extra-européennes dans leurs œuvres. Ces recherches sur les processus transculturels de réception et de réappropriation esthétique ont donné lieu à des publications. Notamment, vous avez beaucoup collaboré avec Brigitte Derlon, chercheuse à l'EHESS, avec ce premier livre, La passion de l'art primitif, enquête sur les collectionneurs, publié en 2008. Et enfin, L'art en transfert, publié en 2015, et il y en a un troisième, Art premier et appropriation artistique contemporaine, en 2017. Et j'ai choisi aussi un article parmi votre très longue liste d'articles, toujours publié avec Brigitte Derlon, Les musées aux prises avec le sacré des autres, un article qui m'a particulièrement intéressé et sur lequel peut-être on va revenir, je ne sais pas, publié en 2015. Voilà, je vous donne la parole. Merci Guillaume. Et comme Guillaume et Marion, je voudrais commencer par remercier le FRAC, ses équipes et Justine pour cette invitation et l'accueil qui nous est réservé. Alors, pour tout dire, je ne connaissais pas l'œuvre de Michael Rakowitz et je l'ai découverte avec intérêt à l'occasion de cette invitation. Dans cette œuvre, le rapport à la mémoire apparaît central, une mémoire construite plus que biographique, puisque l'artiste est de mère irakienne, mais qu'il est né aux États-Unis et qu'il n'a jamais vécu en Irak. Déplacement et dispersion de la population irakienne, déplacement et dispersion des biens culturels irakiens sont au cœur de son propos artistique. En Irak, avec le passage d'archéologues européens depuis le XIXe siècle, puis l'invasion américaine et les violences djihadistes, le patrimoine local n'a cessé d'être mis à mal à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Les uns l'ont pillé pour alimenter les collections privées ou muséographiques, et les autres l'ont pulvérisé au bulldozer et à l'explosif. Dans l'un ou l'autre cas, acte de convoitise ou acte de acte de convoitise ou volonté d'extermination, fascination, admiration ou répulsion, les objets ont disparu du lieu d'émergence qui avait suscité leur raison d'être. Loin de l'Irak, les endroits où certains de ces objets réapparaissent publiquement, à savoir les musées américains ou européens, sont vus par Michael Rakowitz moins comme des espaces de sauvegarde que, suivant ses termes, comme des lieux d'extraction, de colonisation et de crime. Un tel point de vue rejoint les prises de position qui se sont fait entendre au cours des dernières décennies pour mettre en cause les politiques muséales. Critique postcoloniale, mouvement de revendication des peuples autochtones et demande de restitution notamment.
Sous le feu de ces critiques, les musées ont cherché à se réinventer de diverses façons, par le développement d'expositions itinérantes, par des dépôts internationaux de longue durée, par des interventions d'artistes dans la scénographie ou par l'implication de personnes originaires des pays d'où proviennent les objets exposés. À Washington, en 2004, a été ainsi inauguré le National Museum of the American Indian, dans lequel les collections sont considérées comme la propriété des peuples autochtones et les expositions contrôlées par des représentants de ces derniers. La réflexion engagée autour de la muséographie a contribué à mettre en cause la valeur des objets comme témoins de leur culture de provenance. Pourquoi ? Parce que tout objet, une fois ôté au milieu originel qui lui donnait son sens, tout objet donc devient autre chose que ce qu'il était. Il va sans dire qu'aucun des objets exposés dans les musées n'a été conçu pour finir dans un musée. Donc, une fois déracinés de l'écosystème culturel et humain qui a suscité leur émergence, les objets sont détournés de ce qu'ils avaient vocation à être dans l'esprit de leur créateur. Ce ne sont plus que des fragments, des restes, des reliques, en somme. Et comme l'histoire ne cesse de se réécrire, le regard qu'on porte sur eux se transforme au cours du temps. En Occident, on a d'abord vu les objets extra-occidentaux comme des curiosités qu'on abritait précisément dans des cabinets dits de curiosités. Puis, on leur a donné statut de documents ethnographiques qu'on plaçait au début dans des musées d'histoire naturelle, avant de les rassembler plus tard dans des musées d'ethnographie. Et aujourd'hui, on les regarde comme des œuvres d'art. Et à ce sujet, on connaît les controverses qui ont entouré la création du musée du Quai Branly, dont les affiches proclamaient, je cite, « Les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux ». Et le musée du Quai Branly a été accusé de privilégier l'esthétique. Or, certaines personnalités, à l'époque, dénoncèrent le paradoxe consistant à ouvrir un musée célébrant la beauté des objets extra-européens dans un pays expulsant au même moment des immigrants indésirables. Aminata Traoré, ancienne ministre malienne de la Culture de 1997 à 2000, dénonça ainsi le fait que les membres des sociétés africaines représentées n'auraient sans doute jamais la chance de voir la créativité de leur propre héritage. Michael Rakowitz relève, lui aussi, le paradoxe des deux traitements opposés. D'un côté, l'exploitation et la violence exercées sur les populations anciennement colonisées. De l'autre, le goût porté à leurs objets qu'on collecte, s'approprie et soigne comme des biens précieux. Mais un goût qui n'a pas contribué pour autant à améliorer le regard porté sur l'autre. Rakowitz est rejoint en cela par d'autres artistes, comme le franco-algérien Kader Attia, qui a photographié en 1997 des travailleurs sans papier qui manifestaient à Paris sur les marches du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, l'ancien musée dit des colonies. Et sur les photographies de Kader Attia, on voit des banderoles portant l'inscription 14-18, 39-45, ils sont morts pour la France, avaient-ils leur papier ? Ces travailleurs sans papier manifestaient en se positionnant comme les descendants de ces indigènes dont l'histoire a croisé celle des champs de bataille européens. Et pour Kader Attia, hanté, tout comme Rakowitz, par la réparation, selon le nom donné à plusieurs de ses expositions, intitulées précisément Repair, je cite Kader Attia, « Cette disparité de traitement entre objets et personnes renvoie à une histoire passée qui se prolonge dans le présent. Il s'agit donc de considérer la continuité des choses, de penser leur généalogie, c'est-à-dire le lien entre des contextes historiques éloignés dans le temps. » Et au sens de Kader Attia, à son sens, le grand drame de la société actuelle, c'est l'amnésie. Il estime donc nécessaire d'interroger le passé à travers le phénomène de la migration des objets issus des anciennes colonies pour comprendre, dit-il, ce qui a été raté.
L'accent mis par le musée du Quai Branly sur la beauté des objets extra-occidentaux, en les élevant au rang de chefs-d'œuvre, loin de correspondre à une sorte de décolonisation de l'esprit aux yeux de ses détracteurs, passa au contraire pour une façon d'anesthésier l'histoire et de maintenir une vision impérialiste au sens du musée, c'est-à-dire d'user de critères occidentaux pour accorder ou non un label artistique aux objets venus d'ailleurs. Et le parti pris strictement esthétique, toujours selon les détracteurs, aboutit à une scénographie qui fige les œuvres dans l'atemporalité, avec une quasi-absence d'objets hybrides ou modernes. Il en résulte un déni d'historicité qui amène à faire silence sur les conditions dérangeantes de la collecte des objets en contexte de colonisation. Ce que Michael Rakowitz préconise précisément, c'est, selon ses termes, une voie qui interrogerait l'histoire officielle jusque dans ses dénis et ses rémanences. Et ce sont des points de vue semblables aux siens qui ont amené des musées à proposer des expositions questionnant justement l'histoire. On peut penser par exemple à celle que fit Roger Boulet en 2001-2002 au Musée national d'Afrique, des arts d'Afrique et d'Océanie de Paris, intitulée « Cannibals », avec un K, « Cannibals et Vainés, imagerie des mers du Sud », exposition qui traitait des stéréotypes européens et racisants qui prévalaient au XIXe siècle. On peut également citer l'exposition de l'Afro-Américain Fred Wilson, Colonial Collection, en 1990, qui montrait des masques africains dont les yeux étaient bandés au moyen de drapeaux anglais et français pour donner à comprendre que les objets étaient, en ces termes, les otages des musées. D'autres objets étaient accompagnés d'un cartel indiquant par exemple « Volé à la tribu des Songhay, 1899, collection personnelle ». Tout cela pour mettre au jour ce que les musées s'efforcent ordinairement de cacher, à savoir le contexte d'acquisition des objets. Dans une autre exposition, cette fois en 1992-93, au musée de Baltimore, Fred Wilson, toujours artiste, s'est fait conservateur. Et pour cette exposition, intitulée Mining the Museum, Wilson a fouillé dans les réserves du musée, en l'occurrence la Maryland Historical Society, afin d'en sortir des pièces anciennes qui, de son point de vue, en disaient plus sur l'histoire de l'État que de nombreux objets exposés. Il plaça ces objets trouvés dans les réserves dans une vitrine en juxtaposition, par exemple, de la vaisselle de luxe en argent avec des entraves d'esclaves et en indiquant sur le cartel « Travail du métal 1793-1880 ». Alors, évidemment, les deux types d'objets étaient bien issus du travail du métal, mais leur juxtaposition, bien sûr, revêtait une signification politique transcendant la simple illustration du travail du métal. Et de fait, cette juxtaposition laissait entendre que si une économie du luxe avait pu se développer à Baltimore, c'était, dans les siècles passés, c'était grâce à l'exploitation des Noirs. À travers ce type de scénographie, qui se voulait pour lui un acte de décolonisation, Wilson établissait un parallèle entre sa lutte contre le racisme, les catégorisations sociales selon la couleur de la peau, et sa lutte contre les systèmes classificatoires des musées. Dans les musées, les requalifications successives auxquelles sont soumis les objets montrent que cette exposition constitue toujours un dispositif d'appropriation interprétatif qui en dit plus sur les représentations de la société qui les muséographie que sur leur société d'origine. Et de fait, le musée est cet espace où un pays met en scène ses propres représentations de l'altérité. Et ce processus de réappropriation culturelle que les institutions muséales ont longtemps répugné à signifier aux visiteurs, eh bien, certaines expositions ont eu précisément l'ambition d'en donner conscience. C'est le cas, par exemple, d'Art Artifact, African Art in Anthropology Collections, qui a été montée en 1988 par Suzanne Fogel au Center for African Art de New York. Cette exposition, elle traitait du regard occidental porté sur le continent africain en montrant comment la perception d'un objet africain peut dépendre du contexte dans lequel il est exposé.
et elle présentait des objets dans différents environnements reconstitués. Il y en avait 5, un contexte africain originel, un cabinet de curiosité, un muséum d'histoire naturelle, un musée d'art et une galerie. Et ce faisant, la scénographe mettait en évidence l'importance bien connue de l'horizon d'attente qui nous fait voir les choses en fonction de ce que nos expériences antérieures nous ont préparé à voir. C'est le fameux exemple, une pile de pneus, par exemple, elle n'aura pas le même sens pour celui qui la regarde si elle est dans une galerie d'art ou si elle est devant un garage. Eh bien, un grand nombre d'objets venus d'ailleurs sont ainsi appelés à avoir plusieurs vies et à susciter différents regards, façon de dire que l'intention de la personne qui a créé ces objets n'épuise pas le sens de cette création. Le processus universel, inévitable d'appropriation intellectuelle rend compte en effet de ce que la réception d'un objet est elle-même porteuse d'une dimension créative. C'est le regardeur qui fait l'œuvre, disait Duchamp. Si on peut évidemment estimer qu'il y a des lectures plus intéressantes ou plus légitimes que d'autres, on ne peut pas empêcher l'imaginaire et la subjectivité du regardeur de fonctionner. Car c'est un fait que la valeur d'un objet ne lui est pas intrinsèque, mais qu'elle est construite de l'extérieur par ceux qui en recyclent la qualification en fonction de leur appartenance à une époque, à une culture, à un milieu social. Et cela, d'ailleurs, les muséologues l'admettent parfaitement. Georges-Henri Rivière, qui est fondateur du Musée national des arts et traditions populaires à Paris et qui a joué un rôle éminent dans le développement des musées d'ethnographie à une échelle mondiale, estimait, je le cite, « Le musée est un monde à part où il est illusoire de vouloir retrouver la réalité ». Point de vue que le muséologue Fabrice Grognier prenait également à son compte en affirmant que le musée n'est pas tenu de faire surgir la vérité anthropologique des objets qu'il conserve, mais d'assumer la métamorphose de leur statut et de leur valeur une fois que ces objets ont changé de main. L'anthropologue Octave de Barry le résume en écrivant, je le cite, « Le musée est moins un instrument de souvenir, au sens d'une restitution du passé, qu'un instrument de requalification de l'histoire, donc un instrument de mutation, de passage de témoins, passage au pluriel, de passage de témoins, donc ouvrant à une rencontre incertaine avec le passé, à sa transformation, à sa réécriture. » Et on pourrait considérer que c'est exactement la démarche artistique de Michael Rakowitz quand il s'inspire d'éléments du patrimoine irakien en les reproduisant non pas à l'identique, mais sous forme de fantômes, selon son appellation. Ces œuvres se donnent comme une façon d'assumer pleinement la transformation de l'art originel. Et le terme de fantôme est très intéressant, évidemment. Le fantôme, on le sait, c'est l'apparition d'un ex-vivant, mais sous une autre forme. Et on parle aussi de revenant, celui qui revient sans être tout à fait le même. Et c'est aussi ce mot encore plus intéressant, fantôme, qui qualifie le membre dont on a été amputé, mais qui donne l'impression d'être encore là, au point parfois de faire souffrir. Kader Attia, encore lui, a fait précisément une exposition sur le membre fantôme. Et c'est de cette souffrance-là, justement, du membre fantôme, que parle l'œuvre de Rakowitz. Ces créations fantômes sont une vision qui manifeste à la fois de la présence et de l'absence. Ou plutôt, ce sont des présences qui valent pour des absences, qui signifient que quelque chose a été qui n'est plus. Ce qui est là, ce qu'on voit, renforce le sentiment de disparition, accentue la vision de la perte, pour le dire dans les termes de Boltanski. Et ces fantômes qu'évoque Rakowitz ont par définition la fonction de hanter. Et de fait, son œuvre est hantée par le destin de ce patrimoine déplacé ou disparu, notamment architectural, arraché à sa terre d'origine ou anéanti, que Rakowitz n'a jamais vu sur place et ne connaît que sous la forme de restes muséographiques, restes archivistiques ou restes photographiques recueillis dans des banques d'images.
Ces restes, il les métabolise artistiquement, fantomatiquement, à travers l'élaboration d'objets composés eux-mêmes de restes, en l'occurrence des matériaux de récupération provenant du Moyen-Orient, journaux, boîtes de médicaments, et issus pour la plupart d'une industrie autrefois prospère, mais aujourd'hui disparue, emballage alimentaire, boîtes vides de sirop de date, canettes de soda. À ces œuvres, dont les constituants triviaux et précaires contrastent avec les matériaux nobles et robustes des créations originelles, Rakowicz confie le soin de transmettre une mémoire référentielle. Son postulat implicite, c'est que la transmission peut opérer alors même que les créations contemporaines qui lui servent de support ne se veulent en aucun cas des répliques à l'identique des œuvres du passé. De fait, elles n'en ont ni l'exacte apparence, ni la nature, ni la fonction, ni la perfection, ni la signification sociale, culturelle ou symbolique. Ce qui se transmet, c'est seulement une certaine idée d'un patrimoine réinterprété et dont on peut présumer qu'il sera plus tard à nouveau réinterprété différemment, puisque Rakowicz entend en faire l'œuvre de sa vie, donc une œuvre qui le dépassera, ou dont l'interprétation, en tout cas, ne sera plus la sienne. Et cela est assumé artistiquement. Autrement dit, Rakowicz ne cherche pas à faire illusion, plutôt à faire allusion, si j'ose dire, sérieusement, mais sans gravité affichée. Tout cela, en effet, tempéré par une certaine coloration ironique, comme l'atteste le caractère prosaïque des matériaux utilisés et les noms de marques commerciales, visibles à l'œil nu, qu'il n'a pas cherché à dissimuler. Mais à ce propos, vous connaissez peut-être la boutade de l'anthropologue Marcel Mauss, qui affirmait, je le cite, qu'une boîte de conserve caractérise mieux nos sociétés que le bijou le plus somptueux ou que le timbre le plus rare. En fouillant un tas d'ordures, disait Mauss, on peut reconstituer toute la vie d'une société. Dans une certaine mesure, on pourrait dire de tout objet de musée qu'il est aussi une présence-absence, un fantôme de lui-même, une sorte de trompe-l'œil. Un objet, comme l'écrit Maurice Godelier, c'est du sens matérialisé dans une forme, mais le fait est, et c'est tout le problème, qu'une forme peut toujours se détacher de son sens originaire et revêtir des sens nouveaux. En conclusion, donc, avec ses créations, Michael Rakowicz ne peut redonner vie aux œuvres du passé. Des fantômes, on le sait, ne font ni revivre ni ressusciter des disparus. Ils évoquent l'absence, la perte, mais garder à l'esprit que des choses ou des êtres qui ont été ne sont plus, c'est empêcher qu'ils ne disparaissent tout à fait. Les lieux de mémoire sont les hommes, pas les monuments, dit l'artiste Joren Gertz. Et l'anthropologue Octave de Bary, qui a longtemps travaillé avec lui, qui a beaucoup débattu de ces questions avec Joren Gertz, écrit, je cite de Bary, « La valeur d'histoire d'un objet permet moins de témoigner d'un passé originel, voire authentique, que du pouvoir de l'objet de transmettre une nouvelle histoire. En ce sens, tout patrimoine est inauthentique au sens où il est altéré, soumis au temps, au jeu d'une mémoire sélective, à la fois oublieuse et capable de se souvenir. Un patrimoine inventé, frappé de requalification. L'histoire, inatteignable en tant que passé originel, s'atteint toujours comme une mémoire revisitée au présent. Voilà. Alors il y a lieu, me semble-t-il, ni de s'en réjouir, ni de le déplorer, mais simplement de l'admettre. Et précisément, il me semble que c'est à quoi nous sensibilise l'œuvre hantée de Michael Rakowicz. Merci beaucoup, Monique, pour cette intervention qui, je crois, nous donne beaucoup d'outils théoriques, peut-être, et qui alimentera, j'espère, la discussion. Et j'invite maintenant Kenza Marie Safraoui à prendre la parole. Kenza Marie est conservatrice chargée des collections contemporaines du Palais des Ducs de Lorraine, musée lorrain à Nancy. Avec Justine, on a pensé que cette invitation pouvait avoir un intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de penser aussi le déplacement des objets, mais au niveau, disons, local. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être des questions qui se posent en ce sens dans une perspective
de la tradition des arts et traditions populaires, voilà, et qui peut-être sont des questions qui résonnent aujourd'hui ou qui devraient résonner peut-être avec des questions que posent notamment les post-colonial studies qu'on a évoquées ensemble. Voir en fait en quelque sorte comment les deux pourraient dialoguer. Mais pour en dire un peu plus sur Kenza Marie, je dirais donc qu'elle a été, après des études de lettres et notamment d'être passée par l'ENS, elle a travaillé au Musée national Picasso Paris, Mobilier national, au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg et plus récemment au Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, le fameux LAM. Et ces sujets de recherche en histoire de l'art ont notamment porté, non peut-être pas en histoire de l'art d'ailleurs, en littérature comparée. Bon, je vais toujours tirer la couverture à l'histoire de l'art, mais on en parlait ce midi, justement, la littérature mène aussi à l'histoire de l'art, ou en tout cas au musée. Et donc, son sujet de master était porté sur Michel Leiris, ethnologue, écrivain et collectionneur dans la première moitié du XXe siècle. Et il y a donc une certaine logique que tu te retrouves aujourd'hui à travailler dans ce musée lorrain. Je te laisse la parole. Alors merci, vous m'entendez, c'est bon. Merci Guillaume pour cette invitation et puis merci au FRAC et à Justine pour cet accueil très chaleureux, encore une fois. En effet, moi je vais adopter peut-être un point de vue un peu décalé et j'ai pris un peu l'exercice à l'envers de mes collègues parce que le travail de Michael Rakowitz résonne évidemment avec plusieurs problématiques que je vais aborder, mais j'ai plutôt essayé de réfléchir à la façon dont cette problématique des liens entre les objets et leur contexte résonnait au musée lorrain en revenant davantage, voilà, en partant du musée pour voir quels étaient les raisonnements qui pouvaient éventuellement s'y faire jour. Alors pour commencer, le voici, ce musée lorrain. Je sais qu'ici, vous êtes de nombreux étudiants et étudiantes de l'Université de Nancy, donc vous connaissez le Palais Ducal, que vous voyez voilà, ici il y a quelques années. Alors c'est une assez difficile entreprise que de définir le musée lorrain ou de le circonscrire à une identité de musée. Sommes-nous un musée d'art et d'histoire, un musée d'histoire ou peut-être un musée de société en devenir si on s'attache plus précisément aux collections contemporaines qui sont pour une large part des collections d'art et tradition populaire. C'est une question en suspens, mais c'est en tout cas un musée qui a une aura particulière en Lorraine et une identité très forte à Nancy. C'est un musée qui est né donc, au milieu du XIXe siècle, en 1851, de l'initiative de savants et d'érudits locaux qui appartenaient à la Société d'archéologie lorraine, qui est devenue la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain aujourd'hui. Et cette société a toujours un poids très fort pour le devenir des collections et l'activité du musée, puisqu'ils sont propriétaires de nos collections, ce qui n'est pas sans déterminer certains choix voilà, quant à notre avenir. Je dirais aussi que c'est un musée qui n'a pas vraiment d'équivalent au niveau national, puisque nous avons des collections qui racontent l'histoire de la Lorraine, dont on sait en plus à quel point les frontières ont été complexes et mouvantes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas si anodin de parler aussi de Michael Rakowitz ici, dans cette région aux frontières, qui la raconte donc de la préhistoire aujourd'hui avec des collections beaux-arts, des collections ethnologiques, des collections archéologiques et historiques. Et donc nous sommes fermés actuellement parce que nous sommes entrés dans un projet de rénovation de longue haleine, mais qui nous offre une sorte de parenthèse aussi que j'espère féconde pour repenser notre mise en récit des collections justement, et puis ces questionnements qu'on va pouvoir ouvrir au regard de l'étude de nos collections, tant sur le plan de leur histoire, qui reste incomplète, que de l'actualité de la recherche que nous abordons ensemble aujourd'hui. Donc je me propose surtout de finalement brosser un état des lieux sur certains domaines des collections du musée et de revenir sur ces questions de transformation de sens des objets en fonction de leur contexte et de la circulation donc, des savoirs. Je me permets de préciser aussi que jusqu'à présent, nos collections ont fait l'objet d'études sectorielles qui sont dispersées entre catalogues d'expositions et aussi des articles dans la revue Le Pays Lorrain, que vous connaissez peut-être. On a des collections de référence sur plusieurs segments, comme par exemple le mobilier lorrain, les faïences lorraines ou encore les judaïcas, qui sont un cas particulier au musée lorrain, puisque ce sont des collections de référence, mais non lorraines, et qui longtemps peut-être ont
je ne dirais pas en poser problème au musée, mais qui questionnent l'unité de nos collections. Et donc, ce sont des études qui sont assez dispersées, tandis que d'autres parties de la collection sont complètement vierges de documentation, voire d'études. Donc, c'est vraiment un terrain pour les conservateurs et les chercheurs, disons des perspectives assez prometteuses. Mais donc aujourd'hui, j'ai sûrement soulevé plus de questions que je ne vais apporter de réponses, puisque c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé les collections sous ce jour. Alors là, je vous ai simplement mis quelques objets des collections ethnologiques sous les yeux, de façon peut-être un peu arbitraire, mais pour vous montrer la variété de ces typologies. Pour commencer, donc, dans un premier temps, l'état des lieux sur nos collections telles qu'elles sont traitées aujourd'hui, à la fois en soulevant à la fois les enjeux et les contraintes auxquelles nous sommes confrontés. On a en gros des collections ethnologiques qui retracent pour beaucoup la vie rurale en Lorraine avant l'ère industrielle. On a notamment des intérieurs lorrains traditionnels que je vous montrerai un petit peu après, du matériel agricole, des objets religieux comme vous le voyez là avec un tableau de dévotion de Saint-Nicolas, une cire habillée en fait, qui est une typologie toute nancéenne, très particulière donc au musée lorrain. Et ce sont des collections dont l'histoire est très marquée par des figures fondatrices de collectionneurs compulsifs et de conservateurs. Je citerai donc Charles Sadoul, Lucien et René Vienner, Pierre Marot et l'abbé Jacques Chou, qui sont des noms donc très connus au musée lorrain, mais qui peut-être ne le sont pas pour vous, et c'est bien normal. Charles Sadoul a travaillé au musée lorrain jusqu'à sa mort en 1930, et c'est lui qui crée la première section dite d'art rustique ou de folklore régional dès 1910 au 3e étage du Palais Ducal. Ensuite, c'est Pierre Marot qui prend le relais dans les années 30 et qui entreprend la modernisation du musée. Et il faut préciser qu'il était ami avec Georges-Henri Rivière. Et ce qui est curieux, c'est que cette amitié n'est pas si relayée que ça dans l'histoire du musée. Et elle ne semble pas forcément avoir laissé une grande empreinte, mais bon, c'est un sujet qu'il faudrait pouvoir traiter. Et donc, c'est lui qui enrichit les salles consacrées à l'art populaire et qui l'ouvre en 1937 et puis qu'il va étendre progressivement dans les années 40. Et puis, un autre jalon, ce sont les années 80, avec l'abbé Chou, qui installe les salles consacrées aux arts et traditions populaires au couvent des Cordeliers, où elle réside toujours aujourd'hui. Parce qu'il faut préciser effectivement que le musée lorrain, en plus de collections complexes, a aussi des bâtiments répartis entre le Palais Ducal et l'église et le couvent des Cordeliers qui se trouvent juste à côté dans la vieille ville et qui était donc ce fameux refuge des ATP très apprécié des visiteurs. Et donc il y a toujours eu un glissement des terminologies entre folklore, art rustique, art populaire, art et tradition populaire sans qu'on ait jamais véritablement établi de distinction. Et donc, j'ai repris pour préparer un peu cette table ronde une méthode qui est exposée par l'ethnologue Thierry Bonneau dans son ouvrage « La vie des objets », où il étudie, lui, un ensemble de céramiques du quotidien produites à proximité du Creusot, puisque c'est un chercheur qui, par ailleurs, a travaillé de nombreuses années pour l'écomusée du Creusot. Et il repart des objets, du terrain, il commente les modes de fabrication, les usages, les modes d'acquisition de ces céramiques. Donc il cherche surtout à commenter les circulations dans l'espace social. Et d'emblée, il déconstruit l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de dichotomie artificielle entre l'objet dans son contexte d'origine, quotidien, et puis qui devient ensuite le bel objet de musée. Et il nous encourage plutôt à analyser les discours, les différents témoignages qui sont produits autour des objets. Alors lui, en l'occurrence, il va interroger les potiers, les tourneurs, les marchands, les collectionneurs et les usagers de ces objets. Et il montre en quoi, finalement, ce sont ces discours dans l'espace social qui font exister l'objet et qui, finalement, nous façonnent autant que nous les façonnons. Alors, j'ai trouvé cette proposition intéressante pour les collections du musée lorrain, puisque nous manquons justement de tous ces témoignages. Je vais peut-être d'ailleurs vous montrer les salles d'art et tradition populaire, où là, vous voyez effectivement, ça c'est bien au Cordeliers, hein, une chambre de la vallée de la Seille, une cuisine de la région de Lunéville, où on remarque d'ailleurs la suie
sur la cheminée. Enfin voilà, l'effet de reconstitution. C'est presque un musée dans le musée, en fait, cet endroit. Et puis, voilà, la reconstitution d'une boulangerie. Nous, on a beaucoup d'objets dans nos collections, mais on n'a pas recueilli les témoignages originaux, et finalement, on se retrouve avec beaucoup d'objets sans contexte. Et aujourd'hui, que faire de ces objets qui sont peut-être a priori muets ou avec des histoires à trous, et comment reconstruire aussi cette histoire en repartant de ce que nous dit l'objet. Et comment ensuite peut-être revenir sur le terrain pour remettre en perspective une production de discours et de témoignages autour des objets. Et là, je vous montre justement les judaïkas que j'évoquais tout à l'heure, avec à gauche la dite salle juive dans la maison de René Wiener. Donc René Wiener, qui est le fils de Lucien qui a été donc un des directeurs du musée Lorrain. Et René complète la collection de son père jusqu'à sa mort en 1939, et puis il lègue tout au musée Lorrain. Et donc il avait une fabuleuse collection de judaïka qui fait référence à l'échelle nationale. C'est la deuxième collection après celle du musée d'art et d'histoire du judaïsme, et pour autant on ne connaît pas bien les provenances des objets, les modes d'acquisition, et finalement le goût de René Wiener en soi n'a pas été tellement étudié. Donc on voit l'intérieur du collectionneur à gauche, et puis une présentation des salles en 2005 au musée Lorrain. Voilà, donc encore des questions à aborder. Alors, parmi les chantiers à engager, il y a évidemment reprendre cette histoire des collections, compléter tous ces manques entre ces études dispersées, et puis peut-être dépasser le stade de la monographie pour avoir une vue d'ensemble sur l'histoire de notre collection, en définissant dans un premier temps des ensembles précis pour reprendre possiblement l'histoire de certaines enquêtes collectes. D'ailleurs, je reprends le terme, mais je ne suis pas certaine que Charles Sadoul ou même après l'abbé Chou ait véritablement mis en place un dispositif programmatique comme ça d'enquête collecte. J'ai l'impression que c'était davantage des opportunités et des rencontres qui ont fait que le musée s'est enrichi ainsi. Donc on ne sait pas vraiment à quelle fin supposer ou déclarer les objets ont été choisis, puis ils sont entrés au musée. Et depuis, il nous reste non seulement à peut-être réécrire cette histoire, mais dans la perspective de la réouverture, à penser à la muséographie que l'on mettra en place pour faire vivre de nouveau ces objets au musée. Et enfin, les contraintes aussi qui sont les nôtres, c'est une documentation souvent lacunaire, et puis là, je vais rentrer dans les problématiques très muséales, mais un récollement incomplet, des inventaires qui sont disons aussi, un peu sporadiques. Donc voilà, je fais un appel aux étudiants qui voudraient venir travailler avec nous pour nous aider à remettre un petit peu de méthodologie dans nos collections. Et puis voilà, je vais peut-être poursuivre un petit peu dans un second temps sur la biographie des objets pour encore interroger sa légitimité sur l'étude de nos collections. Alors c'est peut-être une évidence, mais il faut quand même rappeler que les objets ethnologiques qui sont constitués par le terrain dont ils sont issus, ce fameux terrain qui en partie nous manque, puisqu'ils ont été identifiés par des personnes qui les ont choisis et qui en ont d'emblée changé le statut en les collectant parce qu'ils les avaient identifiés comme les témoins d'une réalité sur le point de disparaître, donc en l'occurrence la vie rurale traditionnelle au XIXe siècle en Lorraine. Donc il faudrait que l'on puisse reprendre cette étude de notre patrimoine matériel à une étude du patrimoine immatériel. Or, nous sommes relativement aussi peu formés à collecter cet immatériel qui entoure les objets. Et c'est pourquoi il faudrait, une fois sans doute un état de la documentation disponible à peu près fait, pouvoir réidentifier des corpus qui mériteraient un retour sur le terrain, si c'est encore utile, parce que je pense que sur certains notamment segments de la collection, je pense aux cornes de jus de tabac que je vous montrais dans une précédente slide. Donc on sait que ce sont des cornes de bœuf qui étaient utilisées par les bergers lorrains pour y mettre des décoctions à base de tabac qui servaient à soigner la peau des moutons. Mais à part ça, et à part une étude un peu stylistique, entre guillemets, ou un petit peu technique, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors,
moi, je me pose la question, voilà, est-ce que sur ce type d'objet, un retour sur le terrain serait utile? J'en suis pas certaine, mais je pense néanmoins voilà, qu'il y a d'autres segments à identifier. Et donc, on a besoin de se mettre en réseau avec les chercheurs, avec les spécialistes, les anthropologues, les ethnologues, et puis les départements aussi qui sont concernés au MUSEM, pour pouvoir peut-être voilà, mener des projets scientifiques un peu circonscrits. On a aussi déjà entrepris depuis plusieurs années au Musée Lorrain, enfin ce sont plutôt mes collègues qui me précèdent dans cette arrivée au musée, de réinscrire certains objets dans leur contexte d'origine, puisque le Musée Lorrain a toujours eu cette ambition d'être un musée de territoire. On raconte l'histoire quand même des populations locales. Mais ce type de réinscription n'est que ponctuel, et même si on recueille certains témoignages à cette occasion, c'est encore une fois pas une collecte d'archives orales qui est vraiment systématisée et anticipée. Donc c'est encore insuffisant. Et puis on pourrait aussi se demander si cette méthode que nous expose Thierry Bonneau peut être opérante pour de futures collectes, parce que en réalité, je vous disais que les collections du Musée Lorrain racontent l'histoire de la Lorraine jusqu'à aujourd'hui. Elles la racontent surtout jusqu'à la première moitié du XXe siècle. À partir de la Seconde Guerre mondiale, qui pourtant est évidemment un épisode fondateur, important, disons, dans l'histoire de la Lorraine, on commence à avoir des trous dans les collections. Et donc, il faut identifier des chantiers de collecte. On peut penser notamment à l'histoire des migrations, ou la mémoire ouvrière aussi, par exemple, qui n'a pas été collectée ici. Et donc, il faut nous mettre en lien voilà, avec des chercheurs d'autres disciplines que les nôtres pour identifier les sujets pertinents et savoir quelle historiographie on convoquera dans ces enquêtes collectes-là. Et c'est peut-être encore une fois évident, mais je pense qu'on n'a pas rendu cette question consciente au musée, c'est de s'interroger tout simplement sur nos pratiques d'accumulation ou nos logiques de tri dans ce qui fera peut-être mémoire. Et je reprends ici une citation de Thierry Bonneau qui nous dit que le seul fait de s'interroger sur le potentiel mémoriel des objets qui nous entourent nous fait s'attacher à eux et les fait devenir autre chose que ce qu'ils étaient auparavant. Et là, je rebondis un peu sur la remarque que tu faisais, Monique, sur cette prétendue distinction entre objets et personnes, alors que finalement, les objets pourraient être traités au même titre peut-être que les individus et les collectifs qui les façonnent. Et donc, je reviendrai aussi sur cette notion d'objet en devenir que Thierry Bonneau défend pour laisser ces questions ouvertes. Voilà. Et pour effectivement insister sur cette mise en mouvement permanente des sens, des valeurs mémorielles, des valeurs patrimoniales qui sont au cœur de nos musées et qui me semblent d'autant plus importantes pour un musée de société qui doit se construire. Et puis, peut-être pour revenir sur ces questions coloniales qui sont évidemment présentes dans le travail de Rakowicz que mes collègues ont abordé, je terminerai sur un troisième point, une ouverture sur un accrochage que nous allons présenter au musée des Beaux-Arts de Nancy à partir du mois de juin. Et j'en profite pour signaler la présence de Susanna Gallego-Cuesta, qui est directrice du musée des Beaux-Arts et qui pourra bien sûr compléter ce que je vais dire. Parce que ce qui m'a semblé intéressant aussi dans ces liens entre réflexion sur les collections ethnologiques et puis là un tout autre projet aussi sur les questions coloniales, c'était de voir que finalement on essaie dans les deux cas de mettre au jour des non-dits. C'est pas tant pour faire un état, c'est pas simplement pour raconter l'histoire matérielle des objets, mais pour voir ce qui relève du non-dit dans toutes ces collections. Et donc c'est un accrochage qui aura lieu dans cette partie-là du musée. Donc là, vous êtes à l'entresol. On ne voit d'ailleurs qu'une partie de ces salles qui sont dites orientalistes et extrême orientales, parce que là, on ne le voit pas, mais c'est aussi un espace où sont présentées les collections de Charles Cartier-Bresson. Et donc l'idée, c'est de faire un accrochage pluriannuel qui présentera donc les collections du musée des Beaux-Arts, mais aussi celles du musée Lorrain et à terme celles du musée de l'école de Nancy, pour traiter de plusieurs thématiques qui sont relatives à l'histoire coloniale, qui en réalité, jusqu'à présent, est resté un point aveugle de nos collections. Cette année, l'accrochage sera consacré donc à un épisode de la conquête coloniale de l'Algérie, autour de ce tableau
de Théodore de Villy, La mort du sergent Blandan, qui date de 1882 et qui est un mastodonte, je crois, 2 mètres sur 3, qui va sortir des réserves et qui sera le centre de cette présentation. De Villy d'ailleurs, qui était messin et qui après l'annexion est venu s'installer à Nancy et qui était le conservateur directeur du musée. Donc il a eu une production assez diverse entre paysages, scènes mythologiques, mais aussi peinture militaire et peinture orientaliste. Et il fait un voyage en 1879 en Algérie. Et on pense que c'est à la faveur de ce voyage qu'il revient sur cet épisode qui est aujourd'hui méconnu de la conquête, mais qui à l'époque était célèbre et qui est surtout resté assez ancré dans la mémoire militaire, qui par ailleurs est très forte en Lorraine. Donc c'est l'histoire de Blandan, qui était un jeune sous-officier lyonnais qui meurt au combat de Béni-Méred en 1842 et qui est héroïsé dans les jours qui suivent par le maréchal Bugeaud qui défend son courage. Alors il n'a jamais mis les pieds ici et pourtant il est très présent dans la mémoire nancéienne à travers ce tableau bien sûr, mais aussi à travers un monument qui se trouve dans l'espace public, qui est ce monument au sergent Blandan. Monument qui est commandé en 1887 pour être placé à Boufarik en Algérie, et puis qui est rapatrié à Nancy en 1963 après l'indépendance, de crainte que le monument ne soit vandalisé. Et aujourd'hui, il est donc présenté sur la place Blandan à côté du campus Artem à Nancy, où il faut savoir qu'il y a aussi une rue du sergent Blandan, une caserne Blandan. Donc Blandan est partout, alors que personne ne le connaît vraiment. Et puis il faut savoir qu'en plus, le monument a été déplacé au sein de la ville même. Alors il nous faudra éclaircir cette histoire matérielle qui là parle beaucoup, ces changements de contexte continus. Et puis à expliquer l'enracinement de cette mémoire ici à Nancy, puisqu'il y a une sorte de déplacement mémoriel entre la figure de Blandan et celle du 26e régiment d'infanterie auquel il appartenait, qui est en fait un régiment qui a longtemps stationné à Nancy et qui a longtemps été très important pour les Lorrains parce que c'était le régiment qui avait libéré les territoires en 1873. Et de nouveau, à l'issue de la Première Guerre mondiale, c'est encore un régiment qui est très présent dans la mémoire collective. Donc on va essayer d'expliquer en quoi cette histoire coloniale a priori lointaine résonne en réalité de manière étroite avec une histoire locale et de montrer ces liens oubliés. Et puis j'ajouterais que cet accrochage n'aurait sans doute pas le sens qu'on va essayer de lui donner sans le travail d'un documentariste, Malek Kellou, qui est nancéen depuis une quarantaine d'années maintenant et qui est algérien, qui a vécu la guerre d'Algérie enfant, de manière traumatique, puisqu'il a fait partie de populations rurales déplacées et placées dans des camps de regroupement par l'armée française, et qui est un épisode d'ailleurs peu connu et que l'historiographie contemporaine commence à révéler, un épisode peu connu du conflit. Et donc pour lui, le sergent Blandan, ce n'est pas la gloire d'une mémoire militaire, mais c'est bien le symbole de ces exactions-là. Et c'est son fantôme à lui, puisque le film en cours d'écriture s'appelle Le fantôme du sergent Blandan. Alors là, on voit aussi, encore cette fois, la notion de fantôme qui fait retour, comme chez Michael Rakowitz et comme en réalité tous nos musées, si tous nos objets sont ces espèces de fantômes qui reviennent nous hanter. Alors je ne sais pas si mon temps est écoulé, parce que je pourrais parler longtemps en réalité de Malek et puis de ce film et de cet accrochage, mais Tu peux prendre 2-3 minutes si tu veux. Vous dire aussi que en fait il y a derrière ça il y a aussi une transmission entre des générations, puisque Malek a été encouragé par sa fille Dorothée Myriam Kellou, qui est elle-même historienne et qui a traité de l'histoire de son père, de l'histoire de son village dans un documentaire que je vous conseille qui s'appelle « Mansoura, tu nous as séparés ». Où elle revient sur l'oubli en fait et sur les silences de l'histoire. Et donc, dans cette idée aussi de faire entendre plusieurs voix au musée et ces mémoires qui vont, non pas qui s'affrontent, mais en tout cas qui doivent être montrées concomitamment. Pour nous, c'est un premier pas. On est qu'au début de ce travail de confronter ces voix et beaux-arts, histoire, archives, etc. Donc en fait, on voulait soumettre aussi à la salle ces questionnements-là. Et enfin, peut-être préciser qu'on n'a pas encore de titre pour cette présentation
et que justement cette dénomination en suspens, elle révèle bien les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'institution publique à traiter de l'histoire coloniale en général, alors que finalement le terme colonial désigne un contexte, une histoire, et que tout de suite on est rattrapé par une charge polémique très forte. Voilà, je terminerai peut-être sur ce questionnement. Merci beaucoup pour cette présentation pas si en décalé qu'on avait pu l'imaginer. Alors, on parlera peut-être un peu après, mais de votre exposition, et peut-être que Susanna, tu pourras prendre la parole aussi si tu as envie. Mais j'ai l'impression que la question du fantôme, elle est tellement là que ça serait peut-être une piste. Mais je ne suis pas sûr que ça soit moins polémique que la question de la colonisation. Mais on en reparlera peut-être dans un instant. Écoutez, moi, je suis vraiment très ravi d'avoir entendu toutes ces analyses de questionnement, et je trouve que vous avez vraiment fait l'effort de partir de l'exposition ici présentée au FRAC, ce qui m'amène à poser une question justement autour de ces expositions artistiques. Puisqu'on part d'une exposition artistique pour traiter de problèmes muséographiques, n'est-ce pas le signe, c'est un peu une question un peu provocante, le signe d'une sorte d'essoufflement de la discipline de la muséographie? C'est-à-dire que est-ce qu'on a absolument besoin de l'art contemporain aujourd'hui, c'est une question, pour poser des vraies questions de muséographie ou pas? C'est une question ouverte et qui s'adresse à vous trois. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, si vous voulez que je développe ma question. Je pense, Guillaume, que vous posez une vraie question, finalement, à laquelle je n'ai pas forcément de réponse très tranchée et qui, à mon sens, est tout à fait légitime à se poser. N'étant pas moi-même conservatrice et n'ayant pas eu à réaliser des expositions, au contraire de Kenza Marie, je me sens un peu illégitime à y répondre. Mais je pense que les artistes apportent aussi une forme un point de vue qui est peut-être plus sensible parfois sur ces questions, qui légitime leur place pour en parler. Après, est-ce qu'ils remplacent les conservateurs, conservatrices, les professionnels de musée, ou est-ce qu'au contraire, ils apportent un autre point de vue? J'enrichis la question au final aussi sur ces interrogations complexes. Je ne parlais pas de remplacement, mais plutôt d'émetteurs de questions ou d'acteurs dans justement ces problématiques aujourd'hui nécessaires pour quiconque s'interroge sur la fonction des musées, la destination des musées, le rôle des musées, etc. Voilà, c'était plutôt... Est-ce qu'aujourd'hui, ou alors je pourrais poser la question comme ça, finalement, est-ce que le musée pourrait aujourd'hui se passer de l'art contemporain, si tant est que, peut-être que ma question elle est un peu biaisée, si tant est que ce soit du côté de l'art contemporain et des artistes que les questions les plus, peut-être non pas précises mais pertinentes, auraient été posées? C'est une question dont je n'ai pas de réponse, pure curiosité. Moi, ça fonctionne pas? Si? Ou c'est l'autre? Ah si. En fait, moi, ma difficulté à répondre, c'est que je préférais aussi laisser Susanna compléter. Non, mais en fait, en tout cas pour le musée Lorrain, étant fermé, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté nos collections et on ne va pas les présenter avant un moment. Et je pense que néanmoins, on a besoin de réfléchir parce qu'on a longtemps été un peu prisonnier d'historiographie assez conservatrice et de figures de conservateurs qui étaient conservateurs au sens politique. Et ce qui peut donner un regard un peu biaisé sur le musée, alors que
Alors que voilà, je pense que les collections sont suffisamment riches pour qu'on les montre autrement. Et quant au rôle des artistes, moi j'ai l'impression que oui, quand même, ils nous disent... ils pointent des questionnements importants. Et j'en discutais avec aussi d'autres conservateurs de musées de société qui étaient un peu les vieux de la vieille des écomusées des années 80 et des premiers musées de société, et qui disaient la force qu'on avait il y a 30 ans, aujourd'hui, elle semble s'être déplacée du côté de l'art contemporain. Mais je ne sais pas, moi, si je n'ai pas encore la réponse, parce qu'il faudrait continuer à y réfléchir. Mais je pense que les musées doivent quand même aussi rester producteurs de leur contenu, dans le sens où c'est à nous ensuite d'essayer de traduire ça dans le langage du musée, avec le souci de la transmission, de la muséographie, etc. Pour compléter ce que disait Kenza Marie, je pense qu'une œuvre d'art contemporain dans un musée, pour qu'elle fonctionne, il faut vraiment qu'elle soit pensée aussi avec les responsables du musée, et d'avoir, si l'œuvre d'art contemporain vient toute seule, sans un discours autour, sans une manière de penser son intégration dans le reste d'un parcours et dans le reste d'une politique, est-ce qu'elle fait vraiment sens ? Alors, je ne pensais pas tant à la présence de l'art contemporain dans les musées, plutôt aux artistes dont vous avez parlé, par exemple Monique, qui s'emparent des questions de muséographie. On a le cas ici, l'exemple ici. Vous avez parlé de l'artiste, que je ne me trompe pas, de Fred Wilson, qui se fait commissaire, pardon, comme vous le dites. Donc là, c'est quasiment c'est pas tant la présence de l'art contemporain dans le musée, mais c'est plutôt la manière dont les artistes s'emparent des questions. Et donc j'avais en fait une sous-question qui serait, est-ce que, parce qu'on l'a vu se multiplier ces interventions d'artistes justement par rapport aux questions coloniales, et ça donne parfois l'impression aussi d'une forme de déresponsabilisation des conservateurs de musées, voire surtout des directeurs, en se disant, voilà, c'est un artiste qui va pouvoir régler ce problème, et nous... Merci. Oui, pendant longtemps, les musées ont été des figures d'autorité. Les objets étaient exposés avec une définition qui était censée épuiser leur raison d'être là. Et de plus en plus, ils ont évidemment été contestés. Les muséologues eux-mêmes, ceux que j'ai cités, disent le musée n'est pas là pour dire la vérité. Et de plus en plus, on se dit que un objet, c'est le regard qu'il constitue. Il n'a pas, c'est comme une œuvre d'art, il n'a pas sa vérité en soi, fixée, arrêtée, mais est soumise à des interprétations plurielles. Les artistes, eux, ont cette liberté. On dit que c'est des artistes, donc ils peuvent s'autoriser des choses que les conservateurs ne s'autorisent pas. Je pense à Fred Wilson, qui met effectivement des d'esclaves, ces bracelets réunis par une chaîne qui servaient à réunir les pieds des esclaves. Jamais un conservateur ne se serait autorisé à une ciboire en argent. Oui. Et donc, le fait que ce soit un artiste qui s'autorise ça, on dit, il a carte blanche, c'est son regard, un regard assumé, une interprétation assumée, alors que tout se passe comme si dans les musées, il ne fallait pas d'interprétation, surtout subjective, qu'il fallait rendre compte, de façon objective, de ce qu'étaient les objets, ce qui est profondément impossible. C'est une impossibilité. Un objet, encore une fois, il n'a pas été fabriqué pour finir derrière une vitrine. Donc déjà, il n'est plus lui-même, il est autre chose. Il est effectivement un fantôme. Mais ça, les conservateurs ne peuvent pas le dire. Par contre, quand vous êtes un artiste, vous pouvez vous autoriser à dire des choses que personne ne s'autorise, parce qu'il y a une espèce de liberté convenue qui lui est accordée. Par ailleurs, certains artistes deviennent conservateurs. Je pense à Peter Weibel, par exemple, Wengen. Mais c'est un cas un peu à part et assez rare, je pense. Je sens que Susanna a envie de dire quelque chose. Non, mais... Est-ce que c'est assez bon Sinon, je parle.
je m'incruste dans la conversation. Susanna, directrice du musée des Beaux-Arts à Nancy. Donc ta question de est-ce que la muséographie est épuisée et n'a plus rien à dire? Oui et non. Oui et non. Je pense qu'il y a aussi une question de retour du refoulé, parce que dans les années 90, les commissaires et les commissaires d'art contemporain, entre autres, sont devenus artistes. Et ils ont pris toute la place. Aujourd'hui, les artistes se vengent et prennent toute la place. On pourrait le lire comme ça. Mais il est vrai aussi que si nous, on arrive et qu'on dit non, mais on va vous expliquer 2-3 petits trucs là, en signant, parce que dans les musées, on ne signe jamais rien. Personne ne sait qui parle, c'est le musée qui parle, alors que c'est Kenza, que c'est Susanna, que c'est des gens qui ont un état civil, une histoire, une personnalité. Juste le fait de réussir à signer quelque chose, c'est casser aussi l'a priori qui veut que le musée est universaliste. Donc, à mes yeux, oui, il y a énormément de choses que les artistes peuvent dire, mais que les fonctionnaires sont capables aussi de véhiculer. Mais ça suppose d'ouvrir la porte à une autre manière de raconter l'histoire, qui est là, mais qui peine à s'installer parce qu'il y a un certain nombre de publics qui trouvent que le musée quand même fait figure d'autorité. On pourrait gloser. C'est sûr que si vous commencez à dire le contraire de ce qu'on trouve dans les livres d'histoire au collège, ça va commencer à mal se passer. Mais est-ce que, peut-être j'en profite pour vous peut-être rebondir sur votre collaboration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment s'appelle cette salle? En fait, je pense que Susanna souhaitait depuis longtemps réaccrocher, depuis qu'elle est arrivée en 2019, c'est ça, réaccrocher ces salles qui présentent pour l'instant plus un accrochage d'opportunités qu'un accrochage qui essaie de penser effectivement les liens entre l'orientalisme pour une part et l'histoire coloniale. Et on était dans une approche très pittoresque et un peu fantasmatique de toutes ces questions. Au musée Lorrain, d'ailleurs, ça a surpris aussi quand Susanna nous a proposé de participer. Et puis, c'est la sollicitation de Malek Kelou qui veut venir filmer des scènes de son film au musée et qui avait besoin de travailler sur le tableau du sergent Blandan puisqu'il travaillait sur le monument, qui a accéléré les choses. Et puis, il faut aussi préciser qu'on travaille avec le lycée Jeanne d'Arc de Nancy, avec un professeur d'histoire formidable et passionné qui fait travailler sur ses élèves sur les traces et les discours de l'histoire coloniale en Lorraine. Donc c'est parti de là. Et puis, par conséquent, on s'est rendu compte qu'au musée Lorrain, on n'a évidemment pas des collections qui sont issues directement de contextes coloniaux, mais on a des objets intéressants qui témoignent de la culture coloniale sous la Troisième République, on a des fonds aussi, bien sûr, relatifs à Lyautey, au maréchal Lyautey, donc qui pour nous avait toujours été présenté... Je ne sais pas qui c'est. Lyautey, c'est un militaire qui a établi le protectorat français au Maroc notamment. Ah oui. Donc c'est une figure de l'histoire coloniale, mais plus marocaine. Et donc il est lorrain et Lyautey a cette particularité d'avoir vraiment été une de ces figures de l'histoire coloniale et en même temps d'avoir été le président d'une société des amis du musée Lorrain qui depuis a disparu. Il était très engagé au pays lorrain. Enfin, en fait, il avait une facette lotharingiste presque, alors qu'il n'a pas passé tant de temps que ça dans sa région d'origine. Mais en tout cas, on l'a pour l'instant pas présenté sous un autre jour que voilà, sous l'angle de la gloire militaire, alors qu'on pourrait aussi effectivement questionner son action politique, etc. On a aussi des objets au musée Lorrain qui ont été rapportés de voyage, donc, parce que René Vienner, il est parti en Tunisie et en Algérie. Et en fait, il y a des objets intéressants, mais qu'on a plus présentés sous l'angle, encore une fois, assez plaisant du voyage en Orient, sans trop préciser. Alors que peut-être, il y a cet arrière-plan colonial à interroger. Alors moi, je n'ai pas encore étudié ces objets, je ne sais pas, mais c'est des objets intéressants à présenter pour de futurs accrochages. Voilà. Et notre salle s'appelle Question coloniale, je pense. En fait, on pensait à un titre générique pour les 2, 3, 4 années à venir, le temps qu'on tienne suffisamment longtemps sur des thématiques qui peuvent être développées, et en proposant des sous-titres adaptés à chaque présentation. Et on pensait quand même
intégré pour cette année le terme d'oubli ou de silence, on ne sait pas, mais c'est vrai que ce travail documentaire de Malek et de Dorothée et Myriam Kellou nous force en fait à penser ces non-dits, ces silences, ces oublis. Mais elle ne s'appelle pas, nous l'appelons Voldemort pour l'instant, cette salle. C'est la salle qu'il ne faut pas nommer, parce que quand on dit, moi j'aime bien, au départ ça s'appelait la salle mal nommée orientaliste, puis un peu c'était Orient-Occident, et puis Kenza qui dit, si tu réutilises le mot Orient, je te retire la parole, bon d'accord. Non, j'ai pas dit ça. Puis ensuite j'ai commencé à l'appeler la salle coloniale, mais ça faisait pousser de l'eczéma à tous les collègues. Bah pas à moi. Hein. Mais c'est vrai que non, mais oui, tout le monde y va de son grain de sel en fait. Mais c'est pour ça que. Mais peut-être raconte les différentes étapes de titrisation. Donc on est effectivement parti de Orient-Occident parce que c'était pratique. C'était au début on n'avait pas forcément de thématique bien définie, etc. Puis après et puis oui, il faut surtout que je précise que je travaille avec Marion Paco, qui est chargée de collection au Musée des Beaux-Arts sur les collections deuxième moitié 19e, 20e. Et donc, en plus de ça, voilà, je pense qu'avec Marion, on a des approches différentes, mais c'est intéressant parce que Marion, elle est très baignée d'histoire de l'art et peut-être d'une approche justement plus traditionnelle qui la gênait pas. Moi, j'avais plus un réflexe de politisation de la question mais pas simplement parce que c'est un sujet de société, parce que ça me semblait évident qu'on devait en parler autrement. Et donc, on est passé de Orient-Occident à mémoire plurielle. Alors là, on nous a taxé de dire « Ah bah super, c'est un peu comme patrimoine partagé, c'est un peu lisse, tout ça. » Bon. Mais donc, on ne savait pas trop si c'était pluriel ou mémoire qui gênait. Donc après, en rediscutant avec Susanna, on a dit « Remettons colonial. Après tout, c'est le fil rouge des différents accrochages. » Et donc, qu'est-ce qu'on a essayé art colonial, art et colonie. La salle coloniale, moi j'aimais bien la salle coloniale, mais c'était peut-être un peu... c'était très situé, un peu polémique. On a un peu peur que la Société d'histoire de la Lorraine boycotte le musée. Il y a des chances. Peut-être Bon, voilà. On n'a pas encore trouvé le titre, mais on va... Comme je vois que l'heure tourne, je voudrais ouvrir peut-être le débat à la salle et peut-être revenir éventuellement à des questions antérieures à l'accrochage du musée des Beaux-Arts. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'une ou l'autre des présentations ou sur la thématique de la table ronde? Oui. Je peux parler comme oui, ça. allez-y. C'est une question qui s'adresse à Madame Bertin. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur Moutaka et en particulier donc sur les personnes qui donc, si j'ai bien compris, font office entre guillemets de médiateur entre les œuvres, les objets qui sont présentés et ce sont des personnes volontaires, j'imagine. Et est-ce qu'elles sont formées ou pas? C'est cette question-là qui m'intéresse. Ça participe pour moi d'une chose assez intéressante que l'on voit par exemple sur les scènes de théâtre avec le théâtre documentaire. On voit de plus en plus ce qu'on appelle des experts du quotidien, c'est-à-dire on ne met pas des acteurs professionnels, mais des amateurs, par exemple. Donc, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces personnes sont formées donc, par des personnes de l'institution muséale ou pas? Quel est cet échange, vous voyez, qui se passe entre institutions et leur forme d'expertise dont elles sont porteuses, bien entendu? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, dans le programme Moultaka, toutes les personnes qui sont recrutées le sont en tant que volontaires. Elles viennent de parcours assez divers. Sur 270 personnes, évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'il y a tout autant d'histoires et de formations et de parcours différents.
Et le programme Multaka vise dans un premier temps à les former pour qu'elles puissent aussi comprendre comment fonctionne une institution muséale, quels sont les ressorts de la conservation de collections et d'objets. Et ensuite, effectivement, elle travaille en tant que médiatrice à apporter un nouveau savoir, médiatrice à la fois autour des objets, avec le personnel de l'institution avec qui elles interagissent et avec qui il y a un dialogue permanent. Et ensuite, à nouveau, médiatrice avec différents publics, que ce soit des jeunes générations, notamment leurs enfants, avec qui il y a tous les enfants des volontaires avec qui il y a des fortes interactions, ou d'autres formes de public avec qui elles peuvent organiser des visites guidées ou différentes formes d'exposition. Quelqu'un a-t-il une autre question ou un avis sur la question? Est-ce que peut-être on a peut-être aussi nous des questions les uns par rapport aux autres? Est-ce que la perception de Rakowitz sur la perception de Rakowitz par les personnes qui sont là, par exemple, qu'est-ce qui leur en quoi ça les touche? Non, c'était enfin, je sais pas. Est-ce que c'est en tant que visiteur de l'exposition, est-ce que il y a des réflexions ou des commentaires? Je sais pas, non? Sur ce principe de faire des petits objets comme ça, qui ne sont pas des répliques, mais justement des fantômes, sur cette fabrication de fantômes, qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être rien d'ailleurs, mais... Non, je ne sais pas, c'est peut-être... Vous avez une question qui ne se pose pas? C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des visiteurs, enfin, je ne sais pas. Encore de la littérature. Voilà. Merci beaucoup pour cette remarque. Moi, j'avais aussi une question qui s'adresse à Justine. Justement sur le travail que vous faites avec les communautés yézidis, comment vous faites parce qu'au musée Lorrain, il y a quelques années une exposition qui s'appelait Lorrain sans frontières, qui avait fait un premier état des lieux justement sur l'histoire des migrations en Lorraine, sur certaines communautés, voilà, notamment italiennes, algériennes, polonaises. Et ma prédécesseuse, Sophie Mouton, me disait que tout le travail qu'elle avait engagé avec les associations s'était un peu évaporé ensuite par manque peut-être de temps ou de méthode pour entretenir le lien. Et c'est aussi des choses que raconte le musée dauphinois qui avait fait une exposition sur les Roms. Enfin, voilà, je trouve ça intéressant que vous fassiez venir les communautés, qu'il y ait ce banquet, qu'il y ait ce partage. Donc merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc effectivement, en fait, on a mis en place un format qui s'appelle les visites subjectives depuis déjà 3 expositions. Et l'idée, c'est de donner la parole à d'autres personnes, justement, de déplacer l'autorité finalement que le musée a sur le discours qui est produit dans les murs. Et pour cette exposition, en fait, on travaille de manière très ponctuelle avec le sujet qui est abordé par l'exposition. Donc ici, on s'est très vite rendu compte, en fait, en faisant justement l'histoire des migrations ici à Metz et en Moselle, qu'il y avait une très grande communauté de réfugiés yézidis issus d'Irak, donc qui sont installés autour de Forbach notamment. Il y a plus de 500 personnes. Et donc, au départ, le travail, ça a été de contacter des associations qui essaient de faciliter l'arrivée administrative de ces personnes, puis d'établir un dialogue. Donc, sur la question de la formation de ces personnes, nous, on met en place un dialogue. En tout cas, les personnes viennent,
On fait une visite d'exposition avec elles, mais elles sont absolument libres après de partager les ressentis, en tout cas des ressentis nourris de leur pratique, de leur histoire. Et là, par exemple, pour cette exposition, il y aura une enseignante, mais aussi un archéologue spécialisé en bijoux néo-assyriens, ainsi qu'un militaire d'Irak qui viendront réagir en fait aux œuvres et au travail de Michael Rakowitz. Et donc voilà, je dirais que c'est un dialogue. Après, effectivement, est-ce que ce travail perdure? Enfin, on essaye justement de faire venir aussi des personnes issues de cette communauté pour assister à ces visites, qu'on appelle donc subjectives, parce qu'on considère que, comme disait Susanna, c'est des personnes qui sont situées aussi, qui parlent d'un patrimoine du coup qui les concerne, comme le montre et comme le questionne le travail de Rakowitz. Voilà. Et donc la prochaine visite subjective, c'est le 23 mars à 18h30. Avec, Et surtout, il y a une date importante qui est le 11 juin. Et le banquet, oui, bien sûr. On organise également un banquet en écho en fait à une pièce de Michael Rakowitz qui s'appelle Enemy's Kitchen, donc la cuisine de l'ennemi, qui est en fait un projet assez large qu'il a déployé aux États-Unis, qui partait du principe en fait qu'il n'entendait parler d'Irak que à travers le prisme de la guerre et donc de l'ennemi irakien. Et donc, de manière très généreuse, il a transmis en fait des recettes de cuisine irakienne en compagnie de sa grand-mère et de sa mère, pardon, dans des écoles, dans des associations de champs social. Et donc, on a voulu recréer ce principe-là avec les petites cantines de Metz, qui sont une association de cuisine participative qui sont installées à Metz. Et donc, ce sera une chef irakienne qui viendra au sein d'une cuisine éphémère qu'on va installer dans la cour du FRAC, cuisiner et transmettre à un petit groupe de 8 personnes des recettes et cuisiner en fait tout un repas, tout un banquet irakien. Et après, on vous invite à venir partager ces mets assez délicieux, il faut le dire. Ça, c'est la partie très importante. Dans la cour du FRAC, voilà, ce sera le 11 juin pour le finissage de l'exposition. Voilà, et pour encore une fois réfléchir à ces recettes qui souvent voyagent aussi, ces ingrédients. Quels ingrédients on trouve à Metz? On trouve du sirop de date. Voilà. Voilà, on vous invite à venir déguster, à venir réfléchir autour de ces sujets-là. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ces réjouissances à venir. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement nos 3 intervenantes d'être venues ici parler de ces questions que notamment Rakowitz a fait peut-être émerger, pas seulement, mais en tout cas dans un dialogue que j'ai trouvé tout à fait intéressant, et vous remercier d'être venu aussi nous écouter.